l'alternance, sur la durée des mandats. Mais le temps, la reddition des comptes de ceux qui nous gouvernent, on n'en parle pas assez. Les pouvoirs exorbitants de nos présidents, parce qu'en fait c'est ça la réalité. C'est une institution, la présidence. Elle n'est pas plus que l'Assemblée nationale ou le pouvoir judiciaire, mais elle s'impose à tout le monde, eu égard au pouvoir exorbitant dont jouissent les présidents dans nos pays. Il ne passe plus de la même façon qu'elle se passait il y a quelques années. Les possibles à la révision des constitutions. L'autre point, c'est comme une espèce de démission d'une certaine classe d'Africains par rapport à la politique. Il y a un divorce vis-à-vis de la politique. Il faudrait qu'on trouve les moyens de réconcilier les gens avec la politique. Pas la politique politicienne telle qu'elle se mène aujourd'hui, c'est peut-être ça qui fait que les gens n'en veulent plus. Mais une politique d'espoir, comme on a connu il y a quelques années. La vie militante n'existe pratiquement plus. On n'a plus de militants. Nous avons des gens qui veulent venir au pouvoir pour jouir du pouvoir. Nous n'avons plus de militants qui veulent venir au pouvoir pour des projets de société. Ce qui ne va pas, aussi bien dans le système que dans les habitudes, dans les comportements des dirigeants et de notre société africaine, au point où ils sont allés jusqu'à demander de repenser le système africain. Et de penser également que ce que nous avons semble être un héritage que nous avons d'ailleurs. Mais la question fondamentale qui se pose est de savoir quel est ce modèle. Parce que pour vivre ensemble, pour avoir des institutions en place, pour être en harmonie avec nous-mêmes et avec ce que nous voulons, il faudrait bien que nous soyons guidés par des principes, par des règles. Est-ce que les principes qui sont aujourd'hui consignés dans nos constitutions ne sont pas de nature à protéger les intérêts des peuples, ne sont pas de nature à faire en sorte que les Africains puissent vivre une vie démocratique réelle? Je pense que le problème n'est pas celui. Et vous l'avez évoqué dans vos propos, lorsque vous avez insisté sur la nécessité d'avoir une culture, d'avoir un comportement. Et vous avez évoqué également que le cas, ce n'est pas le cas de tous les pays. Dans certains pays, vous avez cité le Cap-Vert, vous avez cité l'île Maurice, vous avez cité un certain nombre de pays où les gens vivent une vie démocratique réelle avec des mécanismes en place pour surveiller le comportement des dirigeants et faire en sorte que les droits des uns et des autres soient respectés. Et à contrario, vous avez bien évidemment cité des cas les plus mauvais, où les dirigeants pensent qu'ils sont maîtres des lieux, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans qu'il y ait une possibilité pour le citoyen de s'exprimer ou d'avoir sa cause être défendue. Alors, voilà pourquoi je pense qu'il faut être réaliste quand nous faisons les propositions. Nous parlons de l'état de droit, nous parlons du constitutionnalisme. Mais le constitutionnalisme est basé sur quoi? Ce n'est pas seulement le fait d'avoir une constitution, mais c'est de vivre en harmonie avec les principes qui sont confiés dans la constitution. Comment faire pour que les peuples d'Afrique, pour que les États respectent leur constitution et vivent en harmonie avec ces constitutions qui, du reste, ont été bien élaborées, puisque ces constitutions posent la séparation de pouvoir. Ces constitutions donnent des rôles, des responsabilités aux uns et aux autres. Comment faire pour arriver au respect de ces constitutions? L'état de droit signifie qu'il y ait des règles, qu'il y ait des institutions pour les appliquer. Mais en les appliquant, qu'on tienne compte des principes qui fondent la République, des principes qui mettent l'homme en exergue, qui protègent l'homme dans sa dignité et dans ses droits. Parce que c'est là la question. Alors, je pense à mon avis que nous avons plutôt un chemin à faire pour amener nos dirigeants à comprendre, pour amener les partis politiques à réellement jouer leur rôle. Parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est quoi? Et qui affaiblisse d'ailleurs les institutions, c'est la discipline du parti. Lorsque le parti est fort, le parti est organisé avec les moyens, on achète tout le monde, on fait comme on veut, et finalement les parlementaires n'ont plus aucun pouvoir parce que
ils sont asservis, l'armée est asservie, et finalement, c'est toute la République qui est asservie, et les objectifs poursuivis ne sont pas atteints. Donc, mettons l'accent sur ça. L'Union africaine, en ce qui la concerne, si nous voulons donner un plus grand rôle à l'Union africaine, que nous voulons comparer à l'Union européenne, mais quand même, cette charte dont nous parlons, la démocratie des élections et de la gouvernance, aujourd'hui, l'Union africaine, le département des affaires politiques, et je parle du directeur des affaires politiques qui est là, le département des affaires politiques travaille à avoir cette charte autant que d'autres instruments sur les valeurs partagées, être inscrit au programme de l'enseignement fondamental, de l'enseignement supérieur, pour que la jeunesse puisse grandir avec la notion de la démocratie, la notion du respect de l'autorité, la notion du respect des institutions et des droits des uns et des autres, parce que c'est cela aussi qu'il s'agit. Donc, voilà un peu des efforts qui sont faits, et il y a bien d'autres choses qui sont faites, dont l'opinion n'est peut-être pas au courant, parce que l'Union africaine ne travaille pas en clair-en-or pour dire, voilà, nous avons réussi ici, nous n'avons pas réussi là. Le cas du Burundi qui est cité, vous ne savez pas comment l'Union africaine s'est réalisée. Des partis politiques dans notre pays, la vie des partis politiques, on se rend tous compte qu'il n'y a pas la culture démocratique au sein des partis politiques. Vous l'avez dit, les intervenants l'ont dit. S'il n'y a pas de vie démocratique au sein des partis politiques, ce n'est pas au niveau de la nation que cette vie sera une réalité. Donc il faut d'abord une culture de démocratie au niveau des partis politiques. Et c'est déjà au niveau des partis politiques que l'exercice de gestion de pouvoir doit se faire pour que ça impacte au niveau national. Donc, s'il y a un travail à faire, c'est d'abord au niveau des partis politiques que ce travail doit être fait. La cotisation, comment être membre, comment accéder au pouvoir, comment abandonner le pouvoir au sein des partis politiques. Je pense que ça doit être des points importants avant de parler du niveau national, soit au niveau de l'Assemblée ou bien au niveau de la présidence. On veut la stabilité et au nom de la stabilité, on dit on laisse faire. Donc, je pense que vous parlez de l'Union africaine, vous parlez de la CEDEAO, mais si au sein des États, au sein des populations, il n'y a pas cette volonté pour aider et à ce que se réalisent ces questions d'impunité, je pense qu'on sera toujours là à discuter, à développer les théories. Parce que, comme l'a dit ma collègue Aymat, nous, à la CEDEAO, on a fait des efforts. Mais nous savons les pays qui ont bloqué. Mais on n'a pas eu de réaction dans les pays pour dire c'est ce que nous voulons que la CEDEAO a proposé. Il n'y a pas eu de réaction. Donc, vous voyez, ça rend le travail un peu difficile au niveau technique, à notre niveau, parce que nous avons fait l'impossible, mais il n'y a pas eu de soutien de la masse. Alors que nous allons à la vision 2020 de la CEDEAO, qui veut que la CEDEAO soit la CEDEAO des peuples. Donc, il faudrait l'appropriation des démarches que nous entreprenons par les populations pour que, ensemble, nous nous donnons la main pour le progrès de la région. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais seulement me référer à ce que le professeur Gambari a dit sur l'antenne, avec le rôle que les Comores a joué pour qu'on rétablisse un président déchu. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cas. Nous voulons, il faut une institution forte, c'est ce que je me dis. Si ça ne va pas, il faut qu'on se donne les moyens d'agir. Et à l'époque, je me souviens, parce qu'on était aux affaires, je me souviens de ce que le président nigérien de l'époque a eu comme rôle à jouer pour que, sans attendre même ses collègues, dès que le principe a été évoqué, le nécessaire a été fait et les Comores étaient essentiellement composés de forces nigérianes pour rétablir l'ordre. Donc, de là où il y a un désordre, il faut que l'institution forte puisse réagir. Le cas du Burkina Faso sur la décision de la CEDEAO qui a été remise en cours, nous avons suivi tout ça. Ça a mis en exergue les points de personne. L'Afrique a des points de personne. C'est ce que j'ai essayé de démontrer à travers les limites des gens qui accèdent à des hautes responsabilités. Il y a des limites. Ce sont ces problèmes de personnes qui
qu'on a remarqué dans cette décision-là qui a été prise. Bon, aujourd'hui, le CDP est en train d'aller aux élections. Et donc, en interne, ils sont en train de trouver une solution. Dans ma partie perspective, j'en ai parlé. J'ai dit, c'est bien, nous interpellons l'Union africaine, mais cela passe par la prise en main stratégique, technique et opérationnelle au niveau des États. Il y a quelque chose à faire au niveau des États avec la mise en place d'une chaîne de performance au niveau des États pour qu'on puisse avoir des résultats au niveau de l'Union africaine. Maintenant, il faut que l'Afrique se dote de juridiction pour juger ses chefs d'État au lieu qu'on nous emmène ailleurs. Et donc, quand j'ai parlé d'adapter la démocratie à nos réalités, cela intègre la possibilité d'une constitution qui nous ressemble. Tout à l'heure, je vais donner la réponse. Il faut que nous ayons des constitutions qui nous ressemblent. Aujourd'hui, on a dans nos sociétés des composantes qui ont été laissées pour compte et qui sont des lits de corruption. Quand je vois les chefs traditionnels dans nos pays, qu'est-ce qu'ils sont intégrés dans nos constitutions? Donc, le copier-coller que nous avons eu à faire avec les constitutions importées, ce copier-coller n'a pas permis de prendre en compte ces composantes-là de la société et qui font que le jeu est faussé. Donc, nous devons intégrer toutes ces composantes. Madame Ba, bon, ça c'est les contributions qu'elle a eu à faire. Le quatrième intervenant, quel est le modèle que nous avons implémenté? Il faut respecter les constitutions. Je dis, je suis d'accord. Mais cette constitution, comme je viens de dire, n'a pas pris en compte, ces constitutions que nous avons n'ont pas pris en compte les composantes de nos sociétés, telles que les chefferies traditionnelles et bien d'autres, qui sont devenues, je viens de le dire, des lits de corruption. Je suis d'accord pour changer la nature de l'État, comme vous dites. Il faut qu'on revoie un peu les choses pour que l'Union africaine puisse jouer un rôle. On ne peut pas avoir une organisation de ce genre-là et dire qu'elle sera un secrétariat seulement qui va laisser faire des choses qui ternissent l'image de l'Afrique. Il y avait un rejet total d'un système, si bien que le candidat qui est venu à travers ce système, on ne le voyait qu'à travers ce système-là. Donc peut-être qu'il serait venu seul, qu'il aurait eu une chance, je ne sais pas, mais ça a été vraiment un cas particulier. C'est de ça que j'ai parlé en parlant de victimisation. Les peuples se mettent du côté de celui qui est victime, et puis après, on rentre dans les progrès qui ne se justifient. Merci. African system or for an African ownership, I really begin to wonder what people are talking about. It's common when you are out there in Europe or in America, you are from Africa. I think we Africans are beginning to buy this mentality. We are who we are. We are blacks, but we are Africans, but we are also natives of where we are. With different cultures, with different socio-cultural orientations, idiosyncrasies, and what have you. So I begin to fret when I begin to hear of an African model or an African system. So I think we need to be a little careful and more nuanced when we talk about these issues. It's gratifying to hear the AU itself acknowledge that it's becoming a contractor of security through external funding. I think I was in the German parliament when the Chancellor said no German soldier will be allowed to die on African soil. And that was quite profound. And Germany never deployed its troops after that to Africa on any issue. But it's all clear to us. AU is not able to deploy. Burundi is a case in point. The role of the political parties, yes. But how do you fund the political parties? That's also what we need to think about. For some people, political party with no offices, with no officials, they all abound all over the place. Usually there is this theory about two turnovers. We also see that some countries are beginning to go into the two turnovers, but the threat of regression is always there. I forgot to raise. In the last week, I met General Gawan, and in the course of the interview, we said, why did he need to go to Ethiopia, to Addis, to Kampala in '75? And he said he was the one who called the OAU conference. And it would be irresponsible of him
not to go. But he said, before he left, he called the coup plotters and said, look, if you are planning a coup, you better be careful that I'm not around. Because if I'm around, I will take control of the army from under your nose. And he said that was what happened. He then said, by the way, where is that man in Ethiopia who killed the emperor? He forgot his name. I said, Mengistu Haile Mariam. Usually, for those of us Nigerians, we know Gowon is not known for profanities. And he said, may he ever rot in hell. That what it did to the old man was unheard of. Colleagues asked regarding the African Union on this issue of unconstitutional changes of government. A few points, Chair, just to clarify the issues. Firstly, let me just build on the last point, our colleague there, that because of the African Union partly, or even largely, today we cannot experience a military coup anywhere on the continent. And for me, that's a big contribution. We cannot have a military coup and African Union is sitting in Addis Ababa. It is impossible. Immediately it happens, it triggers us into quick action. Immediately, that country is suspended and we don't know what will happen after that. That's number one. Number two is that regarding unconstitutional change of government, the African Union is also very, very clear what is supposed to happen once that happens. The African Union has a charter called the African Charter on Democracy, Elections and Governance. Article 10 of that charter specifies clearly how a country is supposed to amend its constitution. The Union does not say you should not amend the constitution. No, it says how you should do it constitutionally and democratically. By the two colleagues, Burundi and Burkina Faso. In my humble opinion, Chair, in Burkina Faso, the AU working closely with ECOWAS and also reacting to popular aspirations in Ouagadougou itself. The AU reacted tirelessly and delivered results in Burkina Faso. That's why in Burkina Faso today we have a stable government that has been elected. We were able to avoid a military disaster in Burkina Faso. In Burundi, the AU intervened also tirelessly, but we were constrained by two main factors. First, the issue of sovereignty is still a major issue that the AU still needs to contend with among its member states. That's number one. Number two, the issue that we have not discussed here is also the whole question of subsidiarity between the AU and regional economic communities. Now, if the regional economic community is not proactive, it constrains the AU. We were able to be successful in Burkina Faso because of ECOWAS. ECOWAS being very active and proactive in these situations. And I like the point that my brother made about the role of Nigeria. It's very important. But it is not the case, the same thing in East Africa with Burundi. EAC was not proactive enough. And you also don't have a regional like in West Africa. In EAC, you don't have an active, solid, strong regional hegemon like in West Africa. But let me end with this point to reinforce it, that I don't think that we should invest far too much into what the AU or regional communities have to do in cases of unconstitutional change. I think what citizens do, so that the AU and ECOWAS, SADC, EAC, all of them, they then complement the efforts of citizens. It has to be a citizen-driven process. Ils nous ont proposé cet après-midi. Avec cette présentation, nous arrivons au terme de la première 3. Avec sa 3 se trouve dans le bâtiment là-bas, juste en bas. Il était prévu 18 h.
Actuellement, il est 18h05, nous sommes déjà en retard. Je pense qu'il faut nous presser pour attraper les 5 minutes afin de commencer rapidement. Si vous êtes d'accord, alors je vous demande de vous applaudir en sortant. Ready to start our event. A very warm welcome to this reception and dinner on the short review of the book that's going to be launched shortly, entitled Democratic Transitions, Conversations with World Leaders. We're still waiting for the reviewer to join us shortly, Professor Ibrahim Jibril from CDD, Nigeria. With the permission, we would like to start so that we save on time and also release you to go rest after a very long, productive day. We will combine this with dinner. I'm sure the food is ready, but we'd like to finish with this part so that we can have our dinner and our wine. We don't want you to mix wine with this important discussion. We want you to have this discussion first and then just enjoy your wine. I've also got copies. It's a message of Excellency Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, Chairperson of the African Union Commission, on the commemoration of Africa Day, 25th May 2016. That's the cover page. Fellow Africans on the continent and in the diaspora, our friends and supporters across the globe, on this historic day of May 25th, celebrating the 53rd anniversary of the foundation of our beloved continental organization of African Unity, now the African Union. Allow me to extend my warmest and most sincere best wishes for Africa Day as we celebrate continued progress by all daughters and sons of our beloved continent. This year, we commemorate this special day as we seek continental transformation, take stock and reflect on the achievements in search of a better life for all segments of African people. We all aspire for a well-governed and prosperous Africa under the basic tenets of democracy, rule of law, and full respect of human and people's rights. We do so under the theme, Year of Human Rights, with particular focus on the rights of women. A theme which is indeed both an opportunity and a challenge for all Africans. The African Union has created many frameworks and normative instruments to achieve an inclusive, democratic and prosperous continent, most of which have been ratified by our member states. Yet many challenges still lie ahead to effectively ensure these critical norms and laws become a reality for our people. This cannot happen without the collaborative efforts of the government, civil society organizations, and other stakeholders. Malawi is a recent example, having established a body whose sole responsibility is to ensure that all African Union protocols, charters, and treaties are ratified and investigated. Fellow Africans, we must ask ourselves critical, legitimate, and tough questions as we embark on the fulfillment of the AU's vision for an integrated, prosperous, and peaceful Africa, driven by its own citizens and having a strong voice in the international arena. This is Africa we want, as expressed by our people in Agenda 2063. The first 10-year implementation plan is already being executed. By issuing African passport to all heads of state and government during the Kigali summit in July this year, we hope to accelerate the free movement of people, goods and services as one of our flagship projects. Our continental vision can only be successfully realized if we collectively work with member states as well as all other stakeholders, including civil society, private sector, religious institutions, academia, and the media. We all are in this together. Yes, good governance and inclusive democracy are important, but human rights go beyond.
Human rights are about investing in Africa's most precious resource, the over 1 billion people, the majority of whom are young and over half of whom are women. It is about investing in their health, quality education, access to basic services and infrastructure, freedom to move across the continent, and beneficiating our rich natural resources. Human rights are indeed a fine balance between civic and socio-economic aspirations, which will render for us a continent that is peaceful and people-centered and play a dynamic role in the world. This year we want to focus on women's rights. It is our fundamental obligation, and because it makes economic sense. Investing in our women is a guarantee for sustainable peace, community stability and cohesion. Investing in women contributes to the prosperity of families, communities, and the continent. Fellow Africans, Agenda 2063 Africa 1 gives us a clear sense of where we want to go. But we must realize that this cannot happen without a strong commitment and reflection on Pan-Africanism and the principle of African solidarity, which we have demonstrated before in our liberation struggles and recent fight against Ebola. For this, I am confident that once again we will rush the occasion to accelerate the implementation of our key priorities and programs. Therefore, as we commemorate this important day, let us rededicate ourselves to Africa and to the ideals bequeathed to us by our founding mothers and fathers. Together we can facilitate Africa's integration, unity, shared values of prosperity, and lasting peace for all. Long live Africa and the diaspora. Long live African unity and solidarity. Happy Africa Day. Thank you. Merci. Shukran. Mundu Bikat. Thank you so much. Now we have celebrated Africa Day properly. And it's now my singular honor and pleasure to call on my good friend and colleague, Professor Abikayo Onkoshi, to introduce our guest of honor and the reviewer of our book this evening. Without further ado, Guy, please. Thank you very much, Abedi. Let me also welcome our main guests for this evening, Dr. Jibril Ibrahim, whom we generally popularly call Jibo, for those who interact with him. In doing so, let me also wish all of us a very happy Africa Day. Occasions of this nature, I think, give us an opportunity to reflect on the road which our continent has struggled since independence, the many opportunities that are before us, but also the many challenges which we must find a way to surmount. It's also this day, several years ago, 6 years now, that a distinguished Pan-Africanist, whom I think some of you here would have interacted with, Tajuddin Abdurrahim, was killed in a road accident in Nairobi on his way to deliver the Africa Day lecture in Kigali, Rwanda, at the invitation of President Kagame. And as Kabele talked about the passports that is now being issued, the new African passport that was launched recently. It was almost impossible for me not to make reference to Tajuddin Abdurrahim, because he was in Addis Ababa during the Africa Development Day of some 10 years or so ago, where he was invited to represent African civil society voices before a gathering of many heads of states and government in the Africa Hall of the ECA, mounted the podium and basically turned to the heads of states, not necessarily being the discussant he was asked to be for the theme of the meeting, but turned to the heads of states and asked them pointedly, why do you dislike us Africans so much? You are supposed to be our presidents, but somehow you are afraid of us
to a point where you erect barriers all over the place. It's easy for a backpacker to come from any European country and enter most of our countries without a visa. But for an African to move from one point to the other, you police us like criminals.